Avant que des maisons ne soient construites, avant que le fleuve ne porte un nom, cet endroit existait déjà. On ne l'appelait pas maudite, on l'appelait l'équilibre. Les anciens disaient là-bas, la terre écoute, le fleuve se souvient. Quand quelqu'un disparaissait près de ce lieu, on ne pleurait pas tout de suite, on se taisait, parce qu'on savait. Un jour, un homme nommé Bala y construisit sa maison. Pas par ignorance, par défi. Bala était respecté, riche, généreux en public, mais la nuit, il faisait des choses que personne ne voyait. La première semaine, rien. La deuxième, le fleuve monta légèrement. La troisième, les murs commencèrent à craquer, comme s'il respirait. Chaque nuit à Troche-Dixept, Bala entendait un pas derrière lui, pas une menace. Un rappel, puis le lieu commença à choisir. D'abord, le cousin qui avait volé un héritage, le fleuve le prit. Ensuite, la femme qui avait accusé une innocente pour se sauver, la terre s'ouvrit sous ses pieds. Enfin, un notable du village, connu pour ses dons, mais pas pour ses crimes. Personne ne protesta, parce que chaque disparition révélait une vérité. Bala comprit trop tard. Ce lieu ne protège pas les innocents. Il expose les coupables. La dernière nuit, le silence parla. Pas avec des mots, avec des souvenirs. Bala revit chaque injustice, chaque mensonge, chaque regard qu'il avait ignoré. Le matin, la maison était intacte, le fleuve calme, Bala n'était plus là. À sa place, un vieux baobab commençait à pousser au milieu de la cour. Aujourd'hui encore, on passe devant ce lieu sans s'arrêter, parce que certains endroits ne punissent pas. Ils le rétablissent. Mais ce que personne ne disait, ce que même les anciens taisaient à voix basse, c'est que le lieu ne faisait pas que juger les vivants. Il conservait les traces, chaque injustice laissait une empreinte, chaque cri étouffé s'inscrivait dans la terre, chaque mensonge pesait sur l'air. Avec le temps, le lieu était devenu lourd, trop lourd. Alors il commença à appeler, pas avec des voix, avec des circonstances. Des gens arrivaient là par nécessité, par fuite, par orgueil, jamais par hasard. Après la disparition de Bala, le village changea. Les gens parlaient moins, les regards devenaient plus prudents. Les paroles plus légères, mais le mal n'avait pas disparu. Il s'était simplement déplacé. À plusieurs kilomètres de là, vivait un homme nommé Sori. Personne ne le craignait, personne ne le respectait vraiment. Il était discret, toujours serviable, toujours présent quand il fallait aider. Mais derrière cette façade, Sori portait un poids ancien. Des années plus tôt, il avait dénoncé un ami pour sauver sa propre peau. L'ami avait été chassé du village. Plus tard, on avait appris qu'il était mort sur la route. Sori n'en parlait jamais. Il priait parfois, mais il n'avait jamais réparé. Quand l'État annonça un projet de réhabilitation des terres près du fleuve, Sori fut l'un des premiers à se porter volontaire. Il disait vouloir aider la communauté. En réalité, il cherchait à se prouver quelque chose. Quand il posa le pied sur le lieu, le vent se leva. Un vent sec, circulaire, les ouvriers se regardèrent. Un ancien murmura « Il est revenu ». Sori sentit une pression dans la poitrine. Pas une douleur, une reconnaissance. Comme si la terre le connaissait déjà. Les travaux commencèrent. Chaque jour, une chose étrange se produisait. Un outil disparaissait, un homme trébuchait sans raison. Un souvenir remontait brutalement chez quelqu'un. La nuit, Sori rêvait. Il marchait sur une route de poussière. Devant lui, son ancien ami avançait sans se retourner. Chaque fois qu'il appelait son nom, le vent effaçait sa voix. Au 7e jour, un ouvrier refusa de revenir. « Ici, on n'oublie rien, dit-il. » Sori resta parce que le lieu ne chasse pas tout le monde. Il garde ceux qui doivent comprendre. Un soir, alors que le soleil tombait, Sori vit le baobab. Il n'était pas là le matin. Il était jeune, mais déjà immense. Ses racines sortaient de terre, comme des veines ouvertes. En s'approchant, Sori sentit quelque chose couler sur ses mains. Pas de la sève, des images, des visages, des scènes, des vies brisées. Le lieu ne montrait pas des punitions, il montrait des conséquences. Sori tomba à genoux. Pour la première fois depuis des années, il ne se justifia pas. Il ne chercha pas d'excuses. Il regarda. La nuit suivante, le fleuve sortit légèrement de son lit. Pas pour détruire, pour dessiner. Au matin, on vit des traces sur le sol. Des pas, anciens, multiples.
comme si ceux qui avaient été rejetés étaient revenus marcher une dernière fois. Les anciens se réunirent. Le lieu est en train de fermer un cycle, dit l'un. Il lui faut un témoin, dit un autre. Tous les regards se tournèrent vers Sori. Il comprit. Le lieu ne cherchait plus à juger. Il voulait transmettre. Cette nuit-là, Sori resta seul, assis au pied du baobab. Il parla, pas au ciel, pas aux hommes, à la terre. Il raconta tout sans embellir, sans se cacher. Quand il eut fini, le vent tomba. Le fleuve redevint lisse. Et pour la première fois depuis des générations, le silence fut léger. Le matin, Sori était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux, ils ne portaient plus la fuite. Ils portaient la mémoire. Sori resta le gardien du lieu. Il n'interdisait l'entrée à personne. Il ne menaçait pas. Il disait seulement « Si tu viens ici, viens vrai ». Certains faisaient demi-tour. D'autres entraient et repartaient transformés. Plus personne ne disparut parce que le lieu n'avait plus besoin de prendre. Il avait été entendu. Aujourd'hui encore, le baobab est là. On dit que si tu poses la main sur son tronc, tu sentiras ce que tu as évité de réparer. Et si ton cœur est trop lourd, le lieu ne te fera rien. Il attendra. Car certains endroits ne sont pas pressés. Ils ont tout le temps. Abonnez-vous pour ne rien manquer.